Donc, bon après-midi à tous. Donc, je reviens vers vous l'après-midi pour voir le traitement de fond de l'asthme. Donc, comme vous le savez, l'asthme, c'est une maladie qui est hétérogène, qui est caractérisée par une inflammation chronique des voies aériennes. Donc, le traitement de fond va agir principalement sur cette inflammation chronique. Il est défini par une histoire de symptômes respiratoires tels que sifflement, essoufflement, oppression thoracique et tout, qui varient dans le temps et en intensité et qui sont associés à une limitation variable des débits expiratoires. Et il faut savoir que ces dernières années, il y a eu beaucoup d'évolutions dans la prise en charge de l'asthme, notamment des nouveautés thérapeutiques. Donc, il y a de nouvelles molécules de corticoïdes inhalés, les antileucotriènes, la biothérapie, de nouveaux systèmes d'inhalation et aussi la standardisation des pratiques avec la diffusion des recommandations internationales. Et lorsqu'on dit recommandations internationales dans l'asthme, c'est le GINA, la prise en charge selon le Global Initiative for Asthma. Donc, on va voir ensemble les recommandations d'IGINA concernant le traitement de fond de l'asthme. Donc, lorsqu'on dit traitement de fond, on va parler de contrôle. Donc, avant d'initier un traitement de fond, on va évaluer le contrôle et avoir comme objectif de ce traitement de fond de contrôler les symptômes, éviter le risque d'exacerbation, éviter les effets indésirables des médicaments, mais aussi maintenir une fonction pulmonaire proche de la normale. Donc, préserver la fonction pulmonaire de l'enfant. Et il faut savoir que ces objectifs, il faut tenir en compte des objectifs personnels du patient concernant son asthme, son traitement de fond. Et bien sûr, l'objectif, c'est un contrôle optimal et de mener une vie normale. Donc, comment on va évaluer? Donc, il faut savoir que la prise en charge thérapeutique de l'asthme doit être adaptée en fonction d'un cycle continu qui est basé sur le contrôle de la maladie. Donc, c'est un cycle continu. Il y a l'étape d'évaluation. On va évaluer les symptômes, les facteurs de risque, de voir si l'enfant présente des comorbidités, discuter avec le patient concernant les médicaments et les techniques d'inhalation. Après la deuxième étape, on va instaurer un traitement. Donc, ce traitement va comprendre des médicaments, mais aussi des mesures associées, notamment la prise en charge de l'environnement. Et bien sûr, la troisième étape, c'est de revoir la réponse. Donc, pour cette étape d'évaluation, qu'est-ce qu'on va faire? On va évaluer les symptômes au cours des 4 dernières semaines. On va chercher les facteurs de risque d'évolution défavorable. On va demander des EFR avant de commencer le traitement, puis de façon régulière. On va chercher si l'enfant il a des comorbidités. Est-ce qu'il a une rhinite, un reflux, une obésité, des facteurs psychologiques. Et enfin, on va discuter avec le patient concernant ses préférences, les questions pratiques telles que la technique d'inhalation, l'observance et le coût. Et après, donc, on va instaurer ce traitement. Donc, pour l'évaluation du contrôle, qu'est-ce que ça comprend? Donc, ça comprend 2 choses. Il y a une première étape, c'est l'évaluation des symptômes. Donc, durant les 4 dernières semaines, on va voir si l'enfant présente ou pas des symptômes durs, des symptômes nocturnes, un recours au bêta-2, une limitation des activités à cause de son asthme. Est-ce que l'enfant, lorsqu'il fait une activité sportive, il est essoufflé? Est-ce qu'il présente un asthme induit par l'exercice? Et en fonction de ces items, on va classer l'asthme comme bien contrôlé, partiellement contrôlé s'il a entre 1 et 2 items, et non contrôlé au-delà de 3 items. Un autre élément à part les symptômes, c'est les facteurs de risque. C'est quoi ces facteurs de risque d'évolution défavorable? Ces facteurs de risque d'évolution défavorable, il y a les facteurs de risque d'exacerbation. C'est presque les facteurs de risque de décès liés à l'asthme. Est-ce que l'enfant il a présenté des exacerbations sévères?
Est-ce qu'il a été hospitalisé en réanimation pour exacerbation avec antécédent d'intubation? Est-ce qu'il a des symptômes non contrôlés, une consommation excessive de bronchodilatateurs, plus qu'un aérosol 2 heures par mois? Est-ce qu'il y a un défaut de traitement par les corticoïdes inhalés, une altération fonctionnelle avec un VMS bas, aussi l'exposition au tabac, les comorbidités? Donc, tous ces éléments, l'existence d'un ou plusieurs de ces facteurs augmente le risque d'exacerbation sévère, même lorsque les symptômes sont bien contrôlés. C'est-à-dire un enfant qui exacerbe et qui est en intercritique n'a pas de symptômes, on va voir que c'est aussi une indication au traitement de fond. Donc, qu'est-ce qu'on fait sur le plan pratique? Il ne faut pas se contenter de la question comment va ton asthme? Ça va, je n'ai la baisse, donc il faut poser des questions précises sur les symptômes diurnes et nocturnes. Est-ce qu'il a des réveils nocturnes, leur fréquence, l'effort aussi c'est très important. Donc la limitation des activités, ça peut témoigner d'un mauvais contrôle, mais aussi on peut avoir un asthme d'effort qui survient à l'arrêt de l'activité sportive. Est-ce qu'il a nécessité le recours au bêta-2? Combien de fois? Est-ce que c'est de façon hebdomadaire, de façon épisodique? Est-ce qu'il y a un retentissement sur la scolarité de l'enfant avec un absentéisme? Et il faut savoir que tous les signes n'ont pas la même valeur et que des réveils nocturnes sont inacceptables car ils sont associés à la sévérité de l'asthme. À l'inverse, la persistance d'un asthme d'effort isolé ne justifie pas une augmentation du traitement de fond. Les exacerbations, donc il faut dans notre checklist de consultation bien poser lorsque vous voyez l'enfant en période intercritique, vous allez lui poser, à part les symptômes de contrôle, est-ce qu'il est en train d'exacerber? Combien d'épisodes par an? Leur gravité? Est-ce qu'ils ont nécessité le recours aux urgences? La nécessité de corticothérapie par voie orale? La durée des épisodes? Est-ce que l'enfant a déjà un plan d'action? Et bien sûr, les EFR. Les EFR sont un des marqueurs les plus utiles pour prédire le risque futur. Donc, de préférence, faire les EFR avant de débuter un traitement de fond, si c'est possible, donc avant d'instaurer le traitement de fond, faire les EFR chez les enfants, bien sûr, de plus de 6 ans. Donc, après cette étape d'évaluation, donc on a évalué notre patient, on va instaurer un traitement. Et donc, pour la prise en charge thérapeutique, il faut savoir qu'il y a les médicaments, mais il y a aussi d'autres mesures, notamment le contrôle de l'environnement, la prise en charge des comorbidités et bien sûr l'éducation thérapeutique. Donc, qu'est-ce qu'on a comme arsenal thérapeutique? Donc, il y a les bronchodilatateurs, les corticoïdes inhalés. Donc, les molécules disponibles, il y a la fluticasone, la beclométasone et le bédésonide, et qui existent en différentes présentations qu'on va voir par la suite. Il y a les bronchodilatateurs de courte durée d'action pour le traitement de secours, les bêta-2 mimétiques de longue durée d'action. Donc, il y a deux molécules, le salmétérol et le formétérol. Donc, l'avantage du formétérol, c'est la rapidité du délai d'action par rapport au salmétérol. Il y a les associations, les formes combinées qui ont l'AMM à partir de l'âge de 4 ans. En fait, les bronchodilatateurs de longue durée d'action ont l'AMM qu'à partir de l'âge de 4 ans. Et on a les antileucotriennes et aussi actuellement, donc les nouveautés thérapeutiques, les anticholinergiques de longue durée d'action et la biothérapie. Donc, il faut savoir le message que je voudrais vous passer, que lorsqu'on dit traitement de fond, on dit corticothérapie inhalée. Donc, la corticothérapie inhalée, c'est la base du traitement de fond, quel que soit l'âge de l'enfant. Donc, les corticoïdes inhalés ont une grande efficacité sur les symptômes et les exacerbations. Pourquoi? Parce qu'ils agissent sur l'inflammation
Et il faut savoir que cette inflammation, elle est présente dans les voies aériennes, même en cas de symptômes mineurs. Même en cas d'asthme léger, on a une inflammation chronique des voies aériennes. Et il faut savoir que le bénéfice fonctionnel respiratoire de la corticothérapie inhalée est d'autant plus important que le traitement est précoce. Donc, quand on va commencer le traitement? Donc, on va commencer le traitement dès que le contrôle est partiel. Donc, quand le patient présente un ou plusieurs critères de mauvais contrôle, et comme les 4 items, les symptômes durs, les symptômes nocturnes, le recours au bêta-2 et la gêne à l'effort. Donc, en cas d'asthme partiellement contrôlé, on va indiquer un traitement de fond, mais aussi les enfants qui présentent plus que 3 exacerbations par an, ils relèvent aussi un traitement de fond, même s'ils n'ont pas de symptômes entre ces épisodes. On voit beaucoup en pédiatrie des enfants qui n'ont pas de symptômes intercritiques entre les épisodes, mais quand même, ils exacerbent. Et à partir de 3 épisodes par an, à partir de 3 exacerbations par an, un traitement de fond est indiqué. Le traitement de fond aussi peut être discuté au décours d'une exacerbation d'asthme sévère. Donc, j'espère que les indications d'instauration du traitement de fond sont claires. C'est bon? Pas de réponse. C'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon. Merci. Donc, comment on va instaurer ce traitement? Donc, l'instauration de ce traitement, cette philosophie d'hygiéna, c'est cette approche thérapeutique par palier d'intensité croissante jusqu'au contrôle total de l'asthme. Et en fait, cette approche, elle va varier selon l'âge de l'enfant. Donc, il y a l'âge préscolaire. Donc, il y a des recommandations pour l'enfant de moins de 5 ans. Donc, on a 4 paliers. Et pour chaque palier, il y a le traitement de premier choix, les options alternatives, le traitement de secours et les indications. Donc, pour les enfants qui ont des sifflements viraux induits peu fréquents et peu de symptômes intercritiques, c'est juste les bêta-2 à la demande. Si l'asthme est partiellement ou non contrôlé, ou si l'enfant il fait plus que 3 exacerbations dans l'année ou il fait une exacerbation sévère, on va indiquer un traitement de fond. Et le premier choix, c'est la corticothérapie inhalée à faible dose de manière quotidienne. Les options alternatives sont les antileucotriènes ou la corticothérapie inhalée intermittente. Si malgré ce traitement, l'enfant n'est pas contrôlé, on va passer à un palier supérieur. Et dans ce cas, on a 2 alternatives, soit d'augmenter la dose de corticothérapie inhalée, donc donner des doses moyennes de corticothérapie inhalée, soit associer un antileucotriène. Et généralement, on préfère cette option associer corticothérapie inhalée à faible dose avec un antileucotriène. Et si l'enfant, malgré l'augmentation des doses de corticothérapie inhalée ou l'association d'un antileucotriène, il ne s'améliore pas, là, il faut l'adresser à un spécialiste pour chercher d'autres diagnostics, surtout que, quand vous l'avez vu le matin, donc, l'asthme du jeune enfant pose beaucoup de problèmes de diagnostic différentiel. Donc, généralement, ici, ça nécessite d'être vu par un spécialiste et de demander des examens complémentaires. Et après l'élimination des diagnostics différentiels, le palier 4, c'est généralement les nébulisations de corticothérapie inhalée. C'est généralement les nébulisations de bédésonite. Donc, voici les doses qui sont proposées par les recommandations françaises. Donc, en pratique, généralement, on initie le traitement avec l'équivalent de 100 microgrammes x 2 de fluticasone. Donc, généralement, on prescrit la fluticasone 52 bouffées x 2 par jour. Les doses maximales qui sont proposées pour l'enfant de moins de 3 ans dans les recommandations françaises, les doses maximales, c'est 2000 microgrammes de beclométasone en aérosol doseur. Et pour le fluticasone, c'est 400 microgrammes. Les doses moyennes, c'est généralement 200 microgrammes de fluticasone et 500 microgrammes
de beclométasone. Dans les recommandations d'IGINA, donc il précise les doses journalières faibles de corticothérapie inhalée, donc il ne précise pas les doses moyennes et maximales, et aussi les équivalences de doses. Donc en pratique, 50 microgrammes le fluticasone de bouffée matin et soir en chambre d'inhalation, c'est l'équivalent à 0,5 mg de bédisonide matin et soir. Donc, est-ce que tous les nourrissons siffleurs ont besoin du même traitement? Donc, actuellement, cette corticothérapie inhalée contenue, elle est discutée. Donc, l'intérêt de la prescription large des corticoïdes inhalés à faible dose au long cours chez les nourrissons siffleurs récurrents est discutée. En fait, l'appellation asthme du nourrisson, elle est actuellement un peu discutée. En fait, les anglo-saxons, ils parlent plus de nourrissons siffleurs. Ils ne veulent pas mettre cette étiquette d'asthme à ces nourrissons siffleurs parce qu'on sait qu'une proportion non négligeable de ces enfants vont arrêter de siffler parce qu'ils ont tout simplement des sifflements épisodiques viraux induits. Donc, l'intérêt de la prescription large de corticoïdes inhalés à faible dose au long cours chez tous les nourrissons siffleurs récurrents est discuté et plusieurs essais cliniques n'ont pas mis en évidence d'intérêt à traiter au long cours tous les asthmes du nourrisson et des jeunes enfants, mais certains ayant la symptomatologie la plus sévère et avec des marqueurs d'atopie, notamment l'éosinophile, la présence d'une sensibilisation allergénique. Et là, c'est l'intérêt des phénotypes. Donc, une alternative au traitement par corticoïdes inhalés à faible dose au long cours pourrait être l'administration de corticothérapie inhalée à dose forte de façon intermittente lors des viroses. Et est-ce qu'on constate que les parents font ça déjà? Ce type de traitement peut être proposé chez certains patients, donc en l'absence d'antécédents d'exacerbation sévère, en cas de sifflement strictement viraux induit et sans symptômes intercritiques. Donc, chez les enfants qui font des exacerbations sévères, qui ont des symptômes intercritiques, c'est le contenu. C'est la corticothérapie inhalée contenue. Donc, parmi les études qui ont conclu à l'efficacité de la corticothérapie inhalée chez les nourrissons siffleurs, donc je vous montre cette étude randomisée en double aveugle qui a inclus 278 enfants âgés entre 12 et 53 mois avec sifflement récurrent, mais c'était un asthme qui était léger, et ils ont comparé le quotidien avec des nébulisations par 0,5 mg de bédisonide de façon quotidienne par rapport à l'intermittent. Donc, qu'est-ce qu'ils ont donné? Ils ont donné le Pulmicort 1 mg x 2, c'est-à-dire 2 ampoules x 2 pendant 7 jours, uniquement lors du début des épisodes respiratoires identifiés par les parents comme évoluant généralement vers un wheezing. Et la conclusion que le bédisonide en quotidien, il n'est pas mieux que l'intermittent dans l'asthme léger. Donc, l'intermittent, retenez que l'intermittent, on peut le proposer pour les enfants qui ont un asthme léger, qui n'exacerbent pas beaucoup, qui ne font pas d'exacerbation sévère et qui sont asymptomatiques en intercritique. On passe à l'âge scolaire. Donc, est-ce que c'était clair pour le moins de 5 ans? C'est bon? J'avance? Oui. Oui. Donc, pour l'âge scolaire, donc, il y a eu des changements dans les recommandations d'IGINA à partir de 2019 et auparavant, la prise en charge de l'asthme de l'enfant à partir de 6 ans, elle rejoint celle de l'adulte et de l'adolescent. Donc, à partir de 2019, donc, la prise en charge de l'enfant entre 6 et 11 ans est individualisée. Donc, qu'est-ce qu'on a pour la prise en charge de l'asthme de l'enfant entre 6 et 11 ans? Toujours cette approche par palier selon le contrôle. Donc, le palier 1 chez les enfants qui n'exacerbent pas, qui ont des symptômes moins de 2 fois par mois,
Pour ces enfants, donc soit c'est les bêta-2 à la demande, soit on peut faire les corticothérapies inhalées à faible dose à chaque administration de bronchodilatateur ou les corticothérapies inhalées faible dose de façon quotidienne. Pour le palier 2, c'est les faibles doses de corticoïdes inhalés de façon quotidienne. L'alternative, c'est les antileucotriènes ou la corticothérapie à faible dose à chaque administration de bronchodilatateur de courte durée d'action. Le palier 3, c'est l'association corticoïde faible dose avec bronchodilatateur de longue durée d'action ou la corticothérapie inhalée à moyenne dose. Donc, par rapport à l'enfant de moins de 5 ans, ici, c'est l'association qui est préférée. Donc, chez les moins de 5 ans, les bronchodilatateurs de longue durée d'action, ils n'ont pas l'AMM. Donc, c'est la corticothérapie inhalée à dose moyenne. L'alternative, c'est d'associer à la corticothérapie inhalée un antileucotriène. Et le palier 4, on va augmenter davantage la corticothérapie inhalée et il vaut mieux consulter un expert. Et le palier 5, donc c'est un asthme qui est sévère, il faut adresser l'enfant à un spécialiste pour une évaluation phénotypique. Donc, et on peut de façon plus simple, donc dans ce tableau, si l'enfant, bon, c'est la même approche, mais c'est un peu plus simple et plus clair. Si le patient n'est pas sous corticoïde inhalé, on va mettre une corticothérapie à dose faible à moyenne si le contrôle il est partiel. Par contre, si le contrôle il est inacceptable, un asthme qui n'est pas contrôlé ou des cours d'une exacerbation sévère, on va plutôt vers une association. Alors, on peut commencer par un palier 3. Lorsque vous voyez un enfant pour la première fois, si il a un asthme qui est non contrôlé, qu'il fait une exacerbation sévère, on va commencer par un palier 3 et pas un palier 2. Et il faut savoir qu'actuellement, la sévérité de l'asthme est évaluée de façon rétrospective à partir du niveau de traitement nécessaire pour maîtriser les symptômes et les exacerbations. C'est-à-dire, pour classer l'asthme comme léger, modéré ou sévère, c'est la pression thérapeutique qui va définir qu'il s'agit d'un asthme léger, si l'enfant a besoin d'un palier 1, 2, un asthme modéré, c'est le palier 3, et un asthme sévère, c'est des enfants qui nécessitent un palier 4 ou 5 pour être contrôlés. Donc, voici les doses de corticothérapie inhalée qui sont préconisées à cet âge. Donc, on pratique entre 6 et 11 ans, restez si possible avec 100 microgrammes x 2 d'équivalent fluticasone et toujours chercher la dose minimale efficace dès que le contrôle est obtenu. Donc, voici les différentes molécules. Donc, il y a des molécules qui ne sont pas disponibles en Tunisie, telles que le cyclésonide. Donc, ce qu'on a, on a la beclométasone, HFA, en aérosol doseur. Donc, les doses moyennes recommandées, c'est entre 200 et 400. Pour le bédésonide en poudre sèche, donc la posologie recommandée, la posologie moyenne entre 200 et 400. Donc, il y a les poudres sèches qui sont disponibles dans notre pays. Et pour la fluticasone, donc, restez avec une dose entre 100 et 200 microgrammes. C'est une dose qui est faible à moyenne. Voici un tableau dans lequel j'ai mis les différentes molécules qui sont disponibles dans notre pays. Donc, on a la forme nébulisée, on a seulement le bédésonide, le pulmicort, ce sont des ampoules à 0,5 mg. En aérosol doseur, donc on a la beclométasone, on a le cortis, le clénil, le beclogect, la fluticasone, donc on a le flexotide et l'herva. Les associations en aérosol doseur, on a le sérétide 50, le Civax 125, on a le Foster, qui est une association becloformétérol qui a l'AMM à partir de l'âge de 12 ans. Les inhalateurs de poudre, donc il y a les formes avec corticoïdes inhalés seulement, telles que la beclométasone, la miflazone.
des formes A200 et des formes A400, le bédésonide, le muflonide, le flexotide anduscus, et on a les formes combinées, la fluticasone avec le salmétérol, c'est le sérétide, et le bédésonide formétérol, c'est le Symbicort. Donc, pour un enfant qui est âgé entre 6 et 11 ans, soit on choisit, par exemple, s'il a besoin d'une corticothérapie inhalée tout seul, on peut choisir donc, la fluticasone avec une chambre d'inhalation 50 microgrammes de bouffées x 2. Sinon, on peut lui prescrire un poudre sèche, par exemple le muflonide, 200, 2 fois par jour. Par contre, s'il a un asthme qui est non contrôlé, qu'il a besoin d'une association, donc on va passer à ces formes combinées, fluticasone, salmétérol, soit en aérosol doseur, le sérétide ou le Civax, ou les poudres sèches, soit le sérétide, soit le Symbicort. Pour l'adolescent, donc pour l'adolescent, en fait, il y a eu un changement marquant dans la prise en charge de l'asthme dans les recommandations d'IGINA 2019. Donc, le GINA ne recommande plus l'utilisation de bronchodilatateurs de courte durée d'action seul comme traitement initial de l'asthme léger. Donc, auparavant, ces enfants ou adultes qui ont un asthme léger, ils utilisent juste les bronchodilatateurs de courte durée d'action à la demande. Alors, ça a été avéré que l'utilisation régulière ou fréquente de bronchodilatateurs de courte durée d'action est associée à des effets indésirables avec diminution de la réponse bronchodilatatrice. Il y a un échappement, une hyperréactivité au rebond et une augmentation de l'inflammation des voies respiratoires à éosinophile. Donc, une utilisation accrue de bronchodilatateurs est associée à des résultats cliniques défavorables avec un surrisque d'exacerbation sévère et un risque de décès par asthme de ces patients qui ont un asthme léger et qui sont une proportion non négligeable. Près de 50% des asthmatiques ont un asthme léger et exacerbe et nécessitent le recours aux urgences pour des exacerbations. Donc, la GINA recommande maintenant que tous les adultes et les adolescents souffrant d'asthme reçoivent un traitement de contrôle contenant des corticoïdes inhalés pour réduire le risque d'exacerbation grave et maîtriser les symptômes. Donc, auparavant, le palier 1, c'est uniquement les bêta-2 à la demande. Actuellement, il y a eu donc ce changement majeur de stratégie thérapeutique. Le palier 1, c'est-à-dire des patients avec symptômes inférieurs à 2 fois par mois et sans facteur de risque d'exacerbation, le traitement proposé, c'est l'association corticoïde inhalée à faible dose au besoin ou la corticothérapie inhalée à faible dose à chaque administration de bêta-2. Donc, ce n'est plus les bêta-2 à la demande tout seul. Pour les stades 2, le stade 2, donc c'est les enfants qui vont justifier un traitement de fond. Dans ce cas, on va mettre une corticothérapie inhalée à faible dose. L'alternative, c'est d'avoir un antileucotriène ou d'avoir une corticothérapie à faible dose à chaque administration de bronchodilatateurs de courte durée d'action. Donc, ça, c'est pour l'asthme léger. Pour l'asthme modéré à sévère, il y a eu aussi un changement et la stratégie préférentielle, c'est d'avoir le même dispositif pour le fond et la demande, c'est-à-dire d'avoir un traitement de fond comportant une corticothérapie inhalée à faible dose avec un bronchodilatateur de longue durée d'action. Et pour le traitement de secours, c'est d'avoir aussi le même dispositif, un corticoïde inhalé avec le formétérol. Donc, le stade 4, c'est la corticothérapie inhalée avec un bronchodilatateur à dose moyenne. Et le stade 5, donc, il faut référer pour une évaluation phénotypique. Donc, cette stratégie SMART signifie que chez les adolescents asthmatiques justifiant un traitement de fond par corticoïde inhalé là-bas, l'association corticoïde inhalé formétérol enfant et demande doit être la stratégie de première intention et ça a été démontré que cette stratégie réduit le risque d'exacerbation sévère et optimise le contrôle de l'asthme
et surtout améliore l'observance. Le principal facteur de mauvais contrôle de l'asthme, c'est la mauvaise observance. Donc, le fait d'avoir un même dispositif pour le fond et pour le traitement de secours va améliorer l'observance. Voici les doses qui sont préconisées chez les enfants à partir de l'âge de 12 ans. Donc, restez si possible avec l'équivalent de 125 microgrammes x 2 de fluticasone. Donc, pour la fluticasone, les doses moyennes sont de l'ordre de 250 à 500. Pour le bédisonide, les doses moyennes sont de l'ordre de 400 à 800. Et pour la beclométasone, les doses moyennes pour les adolescents de plus de 12 ans, la dose moyenne, c'est entre 500 et 1000 microgrammes par jour. Et il faut savoir que les doses de beclométasone doivent être réduites de moitié quand elles sont délivrées sous forme de particules ultra fines. Donc, pour la beclométasone, comme vous voyez dans le tableau, vous avez deux cases. Donc, vous avez la beclométasone HFA sous forme d'aérosol doseur et la beclométasone avec des particules extra fines. Et donc, vous voyez ici à peu près la posologie, elle est de moitié. Donc, ces particules ultra fines diffusent mieux au niveau des parenchymes pulmonaires et c'est pour cela que la dose, elle doit être réduite de moitié. Et parmi ces molécules, il y a en France le Cuvare, c'est la beclométasone avec des particules fines. Et nous, en Tunisie, je pense qu'on a seulement le Foster qui est une association beclométasone 100 microgrammes avec le forméterol. Et donc, c'est un corticoïde inhalé avec des particules extra fines. Donc, qu'est-ce qu'on peut choisir pour l'adolescent? Donc, pour l'adolescent, on peut choisir soit, s'il a un asthme léger, s'il nécessite un traitement de fond, on peut prescrire une poudre sèche, 400 microgrammes de beclométasone. Sinon, c'est l'association fluticasone salméterol et actuellement de plus en plus recommandée l'association becloforméterol ou bédisonide forméterol pour avoir le même dispositif pour le fond et la demande. Il faut savoir que 80 à 90 de l'effet de la corticothérapie inhalée est obtenu à des doses faibles à moyenne. Donc, les corticoïdes inhalés à faible dose procurent la majeure partie de l'avantage clinique à la plupart des patients. Toutefois, la réaction varie d'un patient à un autre et certains patients pourraient avoir besoin de corticoïdes inhalés à dose moyenne si l'asthme n'est pas maîtrisé et très peu de patients ont besoin de corticothérapie inhalée à dose élevée. Donc, quel effet secondaire de la corticothérapie inhalée? Donc, il y a les effets secondaires locaux. On peut avoir une candidose, une dysphonie, une dermite périorale. Donc, toujours conseiller à vos patients asthmatiques de se rincer la bouche après la prise de corticoïdes inhalés. Pour les effets systémiques dose dépendants, il faut toujours chercher la dose minimale efficace. Il faut vérifier la taille de façon annuelle. Donc, ce qui a été dit dans la littérature, que cette corticothérapie inhalée peut diminuer la vitesse de croissance principalement au cours de la première année, mais il faut savoir qu'il y a d'autres facteurs d'altération de la croissance chez l'enfant asthmatique, notamment un asthme mal contrôlé et surtout les cures répétées de corticoïdes oraux, des asthmes qui ne sont pas traités, qui sont mal contrôlés, et généralement l'impact sur la taille finale il est de moins de 1 cm. Pour les effets sur la fonction surrénalienne, elles sont le plus souvent purement biologiques, sans conséquences cliniques. Et les effets cliniques, ils sont généralement décrits pour des doses très élevées, au-delà de 500 microgrammes d'équivalent de fluticasone. Donc, pour les dispositifs d'inhalation, bien sûr, il y a les aérosols doseurs pressurisés qu'on peut utiliser seuls chez les adultes. Il y a chez l'enfant, on préconise bien sûr la chambre d'inhalation et il y a les inhalateurs de poudre et pour les formes anubulisées, donc on a en Tunisie juste le Pulmicort. Donc le choix, c'est une étape très importante, le choix des dispositifs c'est une étape importante, le choix en fonction de l'âge, avec un apprentissage, vérification de la technique à chaque consultation.
Donc, une technique d'inhalation correcte, elle conditionne l'efficacité du traitement inhalé. Et voici quelques exemples donc, de systèmes d'inhalation disponibles. Donc, les chambres d'inhalation, les systèmes de poutre. Donc, il y a l'aérolaser, le système de discus, le turbu à l'air. Et il faut savoir que le choix du dispositif, ça dépend de l'âge. Donc, avant l'âge de 3 ans, donc on a deux options, soit l'aérosol 2 heures avec une chambre d'inhalation au masque facial, ou dans les formes d'asthme sévère, on va passer aux nébulisations quotidiennes de corticothérapie inhalée. Entre l'âge de 3 et 6 ans, donc c'est la chambre d'inhalation toujours avec un embout buccal, et généralement les poutres peuvent être essayées à partir de l'âge de 6 ans. Mais généralement, nous, pneumopédiatres, on préfère, si l'enfant a un aérosol 2 heures, toujours une chambre d'inhalation. Et je pense que Dr Boussafara, elle préfère toujours les aérosols 2 heures avec chambre d'inhalation et elle n'aime pas beaucoup ces poudres, ces systèmes d'inhalateurs de poudre. Et l'aérosol 2 heures tout seul, je pense qu'il faut l'oublier chez l'enfant. Il faut toujours prescrire une chambre d'inhalation avec. Et un message, toujours s'adapter aux patients et toujours revoir la technique et le matériel régulièrement. Là, on tombe sur des surprises. Donc, à chaque consultation, j'exige qu'ils ramènent leurs médicaments, leurs dispositifs. Donc, je trouve des chambres d'inhalation qui sont dans un état catastrophique. Je trouve ça un enfant, les inhalateurs de poudre, يستعمل فيه فرق le flacon فارغ هو مازال يجبد. Donc, ديما à chaque consultation, il faut revoir les dispositifs et revoir la technique. Il faut bien expliquer la technique, donc comment utiliser une chambre d'inhalation. Donc, il faut que l'enfant soit en position assise, en dehors des cris, secouer l'aérosol. En fait, après, adapter l'aérosol 2 heures dans la chambre d'inhalation, mettre l'embout dans les différentes étapes et déclencher l'aérosol 2 heures dans la chambre en position verticale, laisser respirer calmement par la bouche et compter 5 respirations et attendre 30 secondes avant la bouffée suivante en faisant respirer l'enfant hors de la chambre. Et donc, on renouvelle l'opération à chaque bouffée. À partir de l'âge de 4 ans, on peut dire, on va essayer d'enlever le masque et mettre l'embout buccal directement dans la bouche. Donc, ça va améliorer le dépôt pulmonaire. Et chez l'enfant plus grand, donc on peut essayer les inhalateurs de poudre. Et comme on a dit, on préfère chez l'enfant que cet aérosol 2 heures soit toujours utilisé avec une chambre d'inhalation. Les antileucotriennes, ils ont l'AMM à partir de l'âge de 6 mois. Donc, il y a 3 présentations. La forme sachet 4 mg entre 6 mois et 6 ans. La forme 5 mg, ce sont des comprimés à croquer. Et à partir de 15 ans, c'est la forme 10 mg. Donc, ils sont moins efficaces que les corticothérapies inhalées à faible dose et généralement, sur le plan tolérance, ils sont bien tolérés. Des troubles digestifs peuvent être rapportés, mais des troubles neuropsychiatriques, j'ai certains patients qui ont décrit des céphalées, des cauchemars, et dans ce cas, il faut arrêter le traitement. Et un autre message pour les antileucotriennes, il faut toujours évaluer la réponse au bout de 1 mois. S'ils ne sont pas efficaces, c'est inutile de les garder. Donc, s'il y a une amélioration, on peut poursuivre le traitement. Si l'enfant ne s'améliore pas sous antileucotriennes, c'est inutile de les poursuivre. Donc, ces antileucotriennes, comme on a vu dans les recommandations, ils peuvent être associés aux corticoïdes inhalés. Sinon, ils peuvent être une alternative aux corticoïdes inhalés dans l'asthme léger, notamment viro-induit, en cas de difficulté d'usage du matériel d'inhalation, en cas de corticophobie parentale, mais aussi dans l'asthme induit par l'exercice. Donc, on a terminé la prise en charge médicamenteuse. Restent les autres éléments qui sont aussi très importants, les mesures associées, le contrôle de l'environnement, la prise en charge des comorbidités, l'éducation thérapeutique. Donc, l'environnement, c'est très important. Donc, il faut parler avec les parents à propos du tabac. Si l'enfant il est sensibilisé aux acariens,
Donc, il faut réduire l'exposition aux acariens à la maison. Les autres allergènes aussi, on a les cafards, les moisissures. Si l'enfant il est allergique au chat, il vaut mieux donc enlever l'animal du domicile de l'enfant. Et à part la prise en charge de l'environnement, donc il y a la prise en charge des comorbidités. Donc, il faut traiter la rhinite allergique. Le traitement de la rhinite allergique va améliorer la qualité de vie de l'enfant. Adresser l'enfant à un expert s'il a une allergie alimentaire qui est associée à l'asthme. Pour le reflux gastro-œsophagien, seulement le reflux gastro-œsophagien symptomatique doit être traité. L'obésité, on voit de plus en plus des enfants asthmatiques qui sont obèses et dans ce cas, l'asthme est plus difficile à maîtriser. Donc, il faut adresser l'enfant à une diététicienne pour prendre en charge cette obésité. Il y a aussi des facteurs psychologiques, la vaccination antigrippale à partir de l'âge de 6 mois. Enfin, il faut encourager l'activité sportive régulière et prévenir et traiter un asthme induit par l'exercice. En fait, j'ouvrais une parenthèse sur l'asthme et le sport. Donc, l'enfant asthmatique peut présenter deux types de symptômes lors d'une activité physique. Donc, il y a l'intolérance à l'effort qui peut être liée à deux choses, soit à un déconditionnement physique, soit à une obstruction bronchique au cours de l'activité et reflète le plus souvent un asthme, un mauvais contrôle de l'asthme. Donc, généralement, les symptômes surviennent pendant l'effort et cèdent à l'arrêt de celui-ci. Par contre, il y a l'asthme induit par l'exercice et c'est de façon caractéristique, il y a la survenue des symptômes 5 à 10 minutes après l'arrêt de l'effort. Et il se prévient par la prise de 2 bouffées d'un bronchodilatateur de courte durée d'action 15 minutes avant l'effort, ainsi que par l'échauffement et par un effort physique régulier. Il faut aussi, quand on parle de sport, conseiller certains sports pour l'enfant asthmatique. Il y a des sports qui sont faiblement asthmogènes, tels que le tennis, la gymnastique, la natation, et déconseiller des sports qui sont fortement asthmogènes, tels que le foot, la course, le basket. Et je reviens sur la vaccination. Donc, sur la vaccination, quelle vaccination spécifique pour les asthmatiques? Donc, l'intérêt il est controversé de vaccination spécifique. Donc, pour la vaccination antigrippale annuelle, il est recommandé pour tous les asthmatiques chez l'enfant à partir de l'âge de 6 mois, alors que dans les recommandations d'IGINA, cette vaccination elle est limitée aux asthmes modérés à sévères. La vaccination antipneumococcique elle est recommandée pour les asthmatiques sévères en France, c'est-à-dire la vaccination par le pneumovax tous les 3 à 5 ans, et elle est sans intérêt démontré pour le GINA. Donc, pour l'éducation thérapeutique, ça doit être intégré aux soins avec explication de la maladie, des symptômes, des facteurs déclenchants des exacerbations, les différents médicaments et leur effet. Donc, on va leur dire c'est quoi l'asthme, leur expliquer qu'il y a l'inflammation chronique, qu'au moment des crises, il y a ce bronchospasme, leur dire que le traitement, la corticothérapie inhalée, l'oranger, ça va agir sur l'inflammation. Il faut faire une démonstration des différentes techniques et surtout, comme on a dit le matin, il faut donner un plan d'action et où c'est mentionné comment prendre le traitement de fond et comment gérer une crise et quand consulter. Et donc, tous ces éléments doivent être répétés à chaque consultation. Donc, à chaque consultation, il faut faire de l'éducation thérapeutique. Donc, ça, c'est le plan d'action. Donc, on arrive à la dernière étape de cette prise en charge thérapeutique, c'est de revoir la réponse. Donc, on a instauré un traitement. On va revoir la réponse au traitement. On va revoir le contrôle, les symptômes, les exacerbations, la satisfaction de l'enfant et ses parents, la qualité de vie, les explorations fonctionnelles respiratoires et les effets indésirables des médicaments. Donc, il y a ce document, c'est le test de contrôle de l'asthme qui est adapté à l'âge de l'enfant et c'est un outil qui est utile
pour voir le ressenti de l'enfant et voir le contrôle de la maladie asthmatique. Le rythme des consultations, généralement, on va revoir l'enfant 1 à 3 mois après l'instauration d'un traitement de fond, puis tous les 3 à 12 mois. Après une exacerbation, une visite de contrôle doit être programmée dans la semaine qui suit. Et par la suite, la fréquence des contrôles dépend du niveau de contrôle initial du patient, de sa réponse au traitement précédent, de sa capacité et de sa volonté de s'engager dans une auto-prise en charge avec un plan d'action. Donc, les EFR, on va faire un contrôle annuel en cas d'asthme bien contrôlé. Dans les asthmes non contrôlés, on peut faire un contrôle bi- ou triannuel et seuls les EFR permettent de détecter l'apparition d'une obstruction intercritique non ressentie par l'enfant. Donc, parfois, l'enfant, il rapporte peu de symptômes en intercritique, alors que les EFR, on peut montrer une obstruction intercritique et dans ce cas, on va poursuivre le traitement de fond malgré que l'enfant dit qu'il va bien. Donc, comment on va décroître? Donc, c'est une stratégie descendante. Donc, lorsqu'on a instauré, c'était une stratégie ascendante. Maintenant, c'est une stratégie descendante. Il faut privilégier la diminution de la corticothérapie inhalée et on peut utiliser la prise unique par jour, surtout pour améliorer l'observance. Donc, la réduction, elle est progressive par palier de 25 à 50% tous les 3 à 6 mois jusqu'à la dose minimale efficace. Il faut éviter de réduire ou d'arrêter le traitement en période automno-hivernale ou lors de la saison pollinique pour les patients allergiques au pollen. Et il n'est pas recommandé chez l'enfant de laisser un bronchodilatateur de longue durée d'action seul en traitement de fond. Donc, le message, c'est d'éviter de réduire pendant l'hiver et pendant la saison pollinique pour les patients qui ont un asthme avec une allergie au pollen. Après un arrêt du traitement en contrôle des fonctions respiratoires est souhaité au bout d'1 an avec une réévaluation du contrôle de l'asthme. Il faut savoir que les rémissions sont fréquentes et peuvent durer plusieurs années. Et pour le moment, la prévalence des enfants en rémission sans traitement n'est pas connue. Donc, en cas d'asthme non contrôlé, bien sûr, il faut apprécier la prise en charge globale. Un des éléments qui peut expliquer l'échec du traitement, c'est la mauvaise observance. C'est une problématique importante en cas d'asthme, c'est la mauvaise observance, mais aussi une mauvaise technique d'inhalation. Donc, à chaque consultation, on doit vérifier la technique, voir s'il y a des facteurs aggravants. Et après avoir vérifié tous ces éléments, on peut augmenter de palier. Et si, malgré l'augmentation du palier, l'enfant il ne s'améliore pas, l'asthme est non contrôlé, là, il faut adresser l'enfant à un spécialiste pour chercher un diagnostic différentiel et pour phénotyper et indiquer des traitements spécifiques. Donc, après les recommandations, il y a les phénotypes. En fait, les guidelines proposent la même approche thérapeutique pour tous les patients. Et je pense, Dr. Bouguila, le matin, elle a parlé un peu des phénotypes. Donc, l'asthme, il est considéré actuellement comme une affection qui est affection hétérogène. C'est un complexe de multiples syndromes qui répondent à des phénotypes variés, ayant des caractéristiques physiopathologiques différentes et des trajectoires différentes. Donc, on va personnaliser le traitement en fonction du phénotype. Donc, au cours du suivi du patient, on va avoir plusieurs éléments, notamment les EFR, l'enquête allergologique, la réponse au traitement. Donc, en fonction de ces éléments, on va essayer de classer notre patient. Est-ce que c'est un phénotype d'asthme léger viro-induit qui a, avec une bonne réponse aux corticothérapies inhalées, avec des EFR qui sont normales? Est-ce que c'est un phénotype d'asthme allergique sévère, avec des EFR variables, ou c'est un phénotype d'asthme sévère non allergique, avec une mauvaise réponse à la corticothérapie inhalée? C'est souvent d'asthme allergique, plutôt des asthmes non allergiques sévères, viro-induits, avec des EFR altérés, avec une distension. Ce sont des asthmes neutrophiliques.
Et il faut savoir qu'actuellement, on parle de phénotype, mais aussi d'endotype. C'est quoi l'endotype? L'endotype, c'est la voie physiopathologique correspondant à un phénotype donné. Et actuellement, en matière d'asthme, il y a la voie TH2, qui est généralement la voie de l'asthme allergique, et la voie non TH2, qui est la voie de l'asthme non allergique. Généralement, ce sont des asthmes neutrophiliques. Et donc, actuellement, pour ces asthmes sévères, les nouvelles biothérapies ciblent actuellement essentiellement la voie TH2. Donc, les populations cibles doivent être identifiées par des biomarqueurs, notamment l'éosinophilie sanguine et le dosage des IgE totaux. Et pour les asthmes neutrophiliques non éosinophiliques, il y a des papiers qui parlent de l'apport des macrolides ou l'encours. Donc, quel asthmatique doit-on phénotyper? Certes, les asthmes sévères, parce qu'il y a l'opportunité de traitements différents, notamment la biothérapie, mais aussi les asthmes non sévères, parce qu'il y a des opportunités de traitements différents, notamment l'immunothérapie allergénique, et il y a aussi des éléments pronostiques. Donc, il y a des enfants qui vont s'améliorer avec l'âge et qui vont avoir une rémission de leur asthme. Donc, la biothérapie, elle est indiquée dans le stade 5 d'IGINA. Et voici les différentes biothérapies qui sont proposées par le GINA. Donc, il y a l'Oxolair, un anti-IgE, qui est proposé dans l'asthme allergique sévère à partir de l'âge de 6 ans. Et les autres biothérapies, il y a les anti-interleukine 5 et les anti-interleukine 4 qui ont l'AMM à partir de l'âge de 12 ans et qui ont proposé dans l'asthme éosinophilique grave. Donc, voici pour l'Oxolair, pour l'anti-IgE, il a l'AMM à partir de l'âge de 6 ans pour des enfants ayant un asthme sévère persistant avec une sensibilisation allergénique perannuelle sous forte dose de corticoïdes inhalés et mal contrôlée. Donc, on a dit aussi que les asthmes non sévères peuvent bénéficier de l'immunothérapie allergénique. Donc, on peut envisager l'ajout de l'immunothérapie sublinguale chez les enfants ayant une allergie aux acariens avec une rhinite allergique et un VMS supérieur à 70%. Et enfin, l'avenir, c'est ça. Donc, l'avenir, c'est la médecine personnalisée. C'est de passer de cette corticothérapie inhalée à des traitements spécifiques tels que la biothérapie, l'Oxolair, l'anti-EL4, l'immunothérapie allergénique pour les asthmes modérés allergiques et l'azithromycine pour les asthmes sévères neutrophiliques. Donc, je reviens à mon cas clinique du matin. Donc, c'est l'enfant Ali qui a présenté une exacerbation modérée et qui a un asthme qui est non contrôlé, qui reçoit un traitement de fond par Flixotide, mais sans chambre d'inhalation parce qu'il juge qu'il a grandi, avec la notion de recours quotidien à l'aérol, de recours aux urgences il y a 1 mois pour exacerbation. Il est exposé au tabagisme passif. Donc, on a pris en charge cette exacerbation d'asthme chez cet enfant. Donc, c'était une exacerbation modérée. Il s'est aggravé, donc on a ajouté les différents traitements et donc il a été hospitalisé, on a intensifié le traitement, on a ajouté le sulfate de magnésium et heureusement, l'évolution était favorable chez cet enfant à J3 et on a prévu sa sortie. Donc, ma question, pour cet enfant ayant un asthme allergique depuis l'âge de 3 ans, sous fluticasone à 200 microgrammes par jour, qui a un asthme non contrôlé, qui est hospitalisé pour exacerbation sévère, qu'est-ce que vous proposez concernant la prise en charge thérapeutique chez cet enfant? Donc, je vous entends. Il faut lui remettre sa chambre d'inhalation déjà. Lui remettre sa chambre d'inhalation. Avec quel traitement? On peut associer un antilocotrienne. Garder le même traitement et ajouter à l'antilocotrienne.
Oui. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? C'est sûr que vous allez augmenter de palier. Il a des symptômes quotidiens, il a recours de façon quotidienne à l'aérol, il est en train d'exacerber. Donc, on va augmenter le palier. Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Augmenter la dose de corticoïdes. Augmenter la dose de corticoïdes inhalés. Donc, on a trois options. Soit l'option idéale, c'est quoi? Je rajoutais un anti-leucotriène. Pourquoi? Bon, l'option idéale, si tu permets, Salma, c'est rajouter les bêta-2 longue durée d'action. Oui. Parce qu'en fait, comparé aux antileucotriènes, pour celle qui a parlé là tout de suite, ils ont une supériorité. Oui. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir, on se dire aussi, on va attendre, on va le remettre à la chambre d'inhalation et attendre un traitement qui a bien marché avant pourra encore bien marcher. Seulement, comme il a exacerbé, qu'il a été aux urgences, on n'est pas tout à fait tranquille. Et donc, lui rajouter un bêta-2 longue durée d'action. Oui, tout à fait d'accord. Donc, les options qu'on a, soit de rajouter un bronchodilatateur de longue durée d'action, qui est l'option idéale, soit d'ajouter un antileucotriène, soit d'augmenter la dose de corticothérapie inhalée. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire pour cet enfant? Un plan d'action écrit. Un plan d'action, oui. Le contrôle de l'environnement. Le contrôle de l'environnement. Contrôler les comorbidités. Les comorbidités. Chercher s'il a une rhinite allergique, la prendre en charge. Est-ce qu'il a une EFR? Il n'a pas fait d'EFR, il est âgé de 6 ans. Il n'a jamais eu d'EFR, donc c'est rationnel de lui proposer des EFR, mais c'est à distance de l'exacerbation. Donc, pour cet enfant, à la sortie, on l'a mis sous corticothérapie inhalée à dose moyenne avec un bronchodilatateur de longue durée d'action, avec l'aérol à la demande, avec la chambre d'inhalation. Donc, on a choisi comme molécule sérétide séquente 2 bouffées x 2 par jour avec l'aérol à la demande. Bien sûr, avec l'éducation de la technique d'inhalation, le plan d'action, on a reparlé de l'environnement, on a proscrit l'exposition au tabac, les mesures anti-acariens. Donc, les mesures anti-acariens, c'est surtout le fait d'aérer la maison, de laver de façon hebdomadaire la literie, limiter les nids à poussière avec des vêtements et des textiles dans des tiroirs fermés. Mais bon, l'efficacité de ces mesures n'est pas vraiment démontrée. Et on a prévu un rendez-vous à la consultation au bout d'1 mois. Donc, c'est un enfant qui fait une exacerbation sévère. Il faut le revoir au bout d'1 mois. Donc, on l'a revu après 1 mois. La mère, elle rapporte sa satisfaction. Elle est satisfaite. L'enfant n'a pas refait d'exacerbation et durant les 4 dernières semaines, donc on a revu les items de contrôle. Il n'y a pas de gène diurne ni nocturne, pas de recours au bêta-2, mais l'enfant, il dit que ça gêne au sport, le gène, il est toujours gêné au sport, c'est surtout la course, mais aussi par la rhinite persistante. Le papa continue à fumer de temps en temps à la maison. Par ailleurs, son examen clinique, il est normal. Donc, qu'est-ce que vous proposez pour cet enfant? Donc, le traitement de la rhinite. Le traitement de la rhinite, très bien. Et pour l'asthme d'effort? Utilisation des bêta-2 courte durée d'action avant l'effort. Oui. Et la proscription de tabac. Oui, il faut toujours parler du tabac avec le papa. Voilà. Donc, a priori, c'est ça. Une autre alternative, peut-être, on peut ajouter un antileucotriène avec l'association corticoïdinale et bronchodilatateur de longue durée d'action. On peut ajouter un antileucotriène qui agit sur les manifestations d'effort, mais aussi sur la rhinite. Les antileucotriènes, ils ont une action ORL, donc on peut proposer d'ajouter un antileucotriène. Sinon, on peut préconiser tout simplement la prise
de bêta-2 avant le sport avec le traitement de la rhinite allergique. Donc, je pense que c'est ce qu'on a fait après discussion avec les parents. Donc, il y a aussi le problème de coût. Antilocotrienne, ça va donc augmenter le coût. Donc, pour cet enfant, on a traité la rhinite allergique avec les antihistaminiques, le corticoïde nasal. On a gardé le même traitement de fond. On a préconisé l'aérol avant le sport. Et enfin, on a dû demander les EFR. Donc, cette fois-ci, on a demandé les EFR. Et on a discuté avec les parents concernant l'immunothérapie aux acariens. Donc, une fois l'asthme est contrôlé, à partir de l'âge de 5 ans, on peut initier une immunothérapie qui ont un asthme allergique. Et généralement, on préfère les enfants qui ont un asthme monosensibilisé. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce cas clinique? Donc, pour conclure, la prise en charge de l'asthme doit être globale et personnalisée avec comme objectif un contrôle total de la maladie. Retenez que la corticothérapie inhalée, c'est la base du traitement de fond, mais aussi il y a d'autres moyens, d'autres éléments qui sont la prise en charge de l'environnement, l'éducation, la prise en charge des comorbidités. Et toute cette prise en charge doit se faire dans un partenariat entre le patient et son médecin pour une prise en charge efficace de l'asthme. Et je vous remercie.